Et si nous n'étions pas seuls? Et si les visites avaient déjà eu lieu? Cachées aux yeux du public pendant des décennies. Des archives top secrètes, des bases militaires au témoignage, sous serment de pilotes et de policiers. Une histoire cachée de rencontres avec des ovnis est en train d'émerger. Ce n'est pas du folklore. Ce sont les dossiers déclassifiés et les récits de première main d'aéronefs impossibles et de rencontres glaçantes avec des êtres d'un autre monde. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. La vérité a été classifiée jusqu'à maintenant. Peut-être que nous ne sommes pas les seuls à observer le ciel. Peut-être avons-nous déjà été visités sans nous en rendre compte. Pour beaucoup, les observations d'ovnis et d'êtres à l'apparence extraterrestre suggèrent cette possibilité, bien qu'il existe diverses théories. L'une des plus largement soutenues est qu'il s'agit de vaisseaux spatiaux et d'entités intelligentes venues d'autres mondes. Dans ce documentaire, nous dévoilerons des cas d'ovnis fascinants, présentant de nombreux incidents impliquant des êtres humanoïdes. Beaucoup de ces récits proviennent de dossiers déclassifiés, rendus publics, après avoir été gardés secrets pendant des décennies. L'incident de Kapustin Yar, durant l'été de 1948, quelque chose d'extraordinaire a eu lieu sur une base militaire russe. Kapustin Yar, l'équivalent soviétique de la zone 51, servait de site d'essai pour les missiles et la technologie de pointe, sous une surveillance stricte. Un après-midi, les systèmes radars ont détecté quelque chose d'inhabituel dans le ciel, un ovni se déplaçant à grande vitesse. Les opérateurs radars ont alerté les officiers, qui ont rapidement dépêché un avion de chasse pour intercepter la cible. Suivant les ordres, le pilote s'est approché de l'objet et a été stupéfait par ce qu'il a vu. C'était un immense engin métallique en forme de disque. Il se déplaçait avec une agilité remarquable, effectuant des virages qui semblaient physiquement impossibles. Sur ordre, le pilote a ouvert le feu et l'engin a commencé à perdre de l'altitude. Descendant en spirale, il s'est écrasé près de la base de Kapustin Yar, provoquant une intervention militaire immédiate. L'épave, partiellement détruite, présentait une technologie inconnue à l'époque. Selon des rapports divulgués des années plus tard, à l'intérieur de l'engin se trouvaient de petits êtres avec de grosses têtes et des yeux sombres. Les autorités soviétiques ont rapidement sécurisé la zone, transférant les restes de l'engin dans une installation souterraine au sein de la base. Il a été affirmé que l'épave et ses occupants ont été examinés à Kapustin Yar, dans le but de reproduire cette technologie. Cette base militaire est réétablie en 1946 comme site d'essai de missiles et de fusées. Cependant, à ce jour, aucun document officiel ne confirme que cet incident ait jamais eu lieu. Lettre de la base aérienne espagnole, la nuit du 12 novembre 1976. Sur la base aérienne de Talavera-la Real en Espagne, 3 soldats étaient en patrouille accompagnés d'un berger allemand. Ils ont entendu un bruit semblable à une interférence statique, suivi d'un bip aigu et strident. Quelques secondes plus tard, une lumière a pénétré le périmètre de la base aérienne. Les soldats ont cru à une attaque terroriste. Le pays traversait une période d'instabilité politique et de préoccupations sécuritaires. Mal à l'aise, ils ont essayé de contacter la base. Mais à ce moment-là, quelque chose de troublant s'est produit. Après le bruit de branches qui se brisent, ils ont aperçu une silhouette humanoïde imposante avec des bras allongés et une douce lueur verte. Un témoin a affirmé qu'elle portait une combinaison métallique moulante, la tête couverte par ce qui semblait être un casque noir. Le chien a tenté de s'approcher de la silhouette, mais une barrière invisible a semblé lui bloquer le passage. Puis, l'être a fait un mouvement brusque, et un soldat s'est effondré au sol. Ses camarades ont réagi en tirant des centaines de projectiles sur lui. De manière inattendue, sa lueur s'est intensifiée avant de disparaître complètement. 3 des témoins militaires sont tombés dans le coma, et l'un d'eux a développé par la suite des maladies neurodégénératives. En 2016, le ministère de la Défense espagnol a déclassifié cette affaire, ainsi que des dizaines d'autres dossiers. Les créatures du Brésil, le 20 janvier 1996, dans la ville de Varginha, au Brésil. Un événement a eu lieu qui a laissé tout le monde perplexe.
C'était un matin nuageux, typique de la saison des pluies. 3 femmes, âgées de 14 à 22 ans, traversaient un champ lorsque quelque chose a attiré leur attention. Une étrange créature à la peau brune et aux yeux rouges était accroupie près d'un mur. C'était un petit être avec une tête surdimensionnée et des protubérances sur le front. Les jeunes femmes se sont enfuies, terrifiées, se précipitant pour raconter à leur famille ce qu'elles venaient de voir. Peu après, les autorités locales sont arrivées et ont immédiatement bouclé la zone. Des témoins ont rapporté avoir vu des véhicules militaires brésiliens transporter un objet non identifié. Dans les heures qui ont suivi, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles d'autres créatures avaient été capturées dans la ville. On parlait d'un être blessé emmené dans un établissement médical sous haute sécurité. La peur s'est rapidement propagée et les médias ont commencé à couvrir l'événement avec un intérêt intense. Le gouvernement brésilien a nié tout contact avec des êtres extraterrestres, attribuant la panique à un malentendu. Les humanoïdes aquatiques du lac Baïkal, durant l'été de 1982, un groupe de plongeurs militaires soviétiques effectuait des exercices dans le lac Baïkal lorsque quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Lors d'une plongée profonde, ils ont rencontré des êtres humanoïdes de grande taille. Ces silhouettes mesuraient près de 10 pieds de haut, vêtus de combinaisons argentées moulantes avec des sphères noires semblables à des casques couvrant leur tête. Malgré les eaux glaciales, les humanoïdes se déplaçaient sans effort, comme s'ils appartenaient à cet environnement. Émerveillés, les plongeurs ont tenté de se rapprocher pour mieux voir. Après avoir signalé l'observation à leur supérieur, un officier commandant a donné l'ordre d'en capturer un. Cependant, sans avertissement, une force invisible les a repoussés, et les plongeurs ont été soudainement propulsés vers la surface. Cela a provoqué un grave accident de décompression. 3 des militaires ont perdu la vie, tandis que 4 ont survécu avec de graves séquelles. L'incident a été rapidement étouffé, mais des rumeurs ont commencé à circuler parmi les soldats et les scientifiques. Des récits d'êtres sous-marins, ainsi que diverses observations d'OVNI, ont alimenté les spéculations sur l'existence possible de bases extraterrestres dans le lac. Certains suggèrent que ces entités coexistent avec les humains depuis des millénaires ou qu'elles nous auraient même précédés sur Terre. Il convient de noter que les militaires n'ont peut-être pas choisi leur site de plongée d'entraînement au hasard. Selon les habitants, des disques argentés lumineux sont parfois vus plongeant dans l'eau ou en émergeant avec un bruit de tonnerre. La rencontre du Zimbabwe, le matin du 16 septembre 1994, dans la campagne rurale et tranquille du Zimbabwe. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, à l'école Ariel, située à Rua, au sud-est de Harare. Le calme habituel d'une journée d'école régnait. Les enfants jouaient dans la cour, riant et profitant de leur récréation. Sans avertissement, un engin à l'aspect métallique a émergé des nuages. Il est descendu en douceur, se posant dans une zone boisée près de l'école. Les enfants, stupéfaits, l'ont regardé s'immobiliser sur le sol. Plusieurs petites silhouettes humanoïdes sont sorties de l'engin. Elles avaient de grands yeux sombres et des têtes légèrement allongées. Les enfants sont restés figés, observant les êtres se déplacer sur le terrain. L'un d'eux s'est approché, les regardant fixement, transmettant un message silencieux. Les enfants ont décrit avoir ressenti une connexion télépathique, recevant un avertissement sur l'avenir de la planète. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, les êtres sont retournés à leur engin et ont disparu dans le ciel. Les autorités locales ont été informées, bien que peu aient pris les paroles des enfants au sérieux. Cependant, leur récit était si cohérent que des chercheurs du monde entier s'y sont intéressés. Les enfants ont été interrogés à plusieurs reprises, mais leurs histoires sont restées inchangées. Les ovnis du Pentagone, en décembre 2017. Le monde a été secoué par la publication de 3 vidéos déclassifiées, capturées par des pilotes de la marine américaine. Elles défiaient toute compréhension aéronautique conventionnelle, déclenchant un débat mondial. La première vidéo, intitulée FLIR, a été enregistrée en novembre 2004 par un pilote de l'USS Nimitz. L'OVNI
détecté par des capteurs infrarouges, apparaît de forme ovale et sombre, planant dans le ciel sans moyen de propulsion visible. Il se déplace à une vitesse incroyable, accélérant rapidement et effectuant des virages brusques. Le pilote, étonné, commente sa vélocité et son comportement erratique. La deuxième vidéo, connue sous le nom de Gimbal, a été filmée en janvier 2015. Elle montre un objet en forme de soucoupe planant en douceur tandis que les pilotes observent, incrédules, sa rotation sur son axe. Leur voix reflète la confusion face à ce dont ils sont témoins. Malgré des vents forts, l'objet reste stable, manœuvrant avec aisance. La troisième vidéo, Go Fast, également enregistrée en janvier 2015, capture un ovni se déplaçant rapidement au-dessus de l'océan. Il apparaît petit et allongé, rasant l'eau à une allure constante. Les pilotes tentent de le suivre, mais sa vitesse rend difficile de le garder en vue. L'absence de traînée de propulsion rend l'observation encore plus déroutante. Le Pentagone a confirmé l'authenticité des images, mais s'est abstenu de commenter la nature des objets. Les experts ont noté que les manœuvres affichées dépassent les capacités connues de tout aéronef de fabrication humaine. L'engine et les êtres de Voronezh. L'après-midi du 27 septembre 1989, alors qu'une brise fraîche balayait la ville de Voronezh, au sud de Moscou, des enfants jouaient dans un parc local. Soudain, un objet lumineux est apparu dans le ciel, émettant une lumière rougeâtre qui a attiré l'attention de tous. L'engine formé au valet, brillant d'un éclat métallique, est descendu lentement jusqu'à toucher le sol. Les enfants et quelques adultes ont observé avec admiration une écoutille du vaisseau s'ouvrir. De l'intérieur, deux grands êtres à l'allure étrange ont émergé, accompagnés d'un petit robot. Les silhouettes humanoïdes mesuraient près de 10 pieds de haut, avec de petites têtes et des regards perçants. L'un d'eux a levé un bras, et un faisceau de lumière a enveloppé les témoins, les paralysant sur place. L'atmosphère s'est chargée d'une énergie inexplicable, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Après ce qui a semblé une éternité, les êtres se sont retirés dans leur engin. L'écoutille s'est refermée, et le vaisseau s'est envolé dans le ciel, disparaissant en un instant. Les rapports de l'époque indiquaient que les enquêteurs avaient découvert des marques inhabituelles au sol, suggérant qu'un objet lourd avait atterri. De plus, des niveaux de radiation anormalement élevés ont été détectés dans la zone. L'enlèvement de Travis Walton, c'était le 5 novembre 1975, au cœur des forêts de la région d'Apache-Sitgraves en Arizona, aux États-Unis. Travis Walton, un jeune bûcheron, et son équipe rentraient chez eux après une longue journée de travail dans les bois. Ils voyageaient dans une camionnette sur une route forestière, discutant après un quart de travail épuisant. Soudain, une lumière brillante a illuminé la zone, perçant l'obscurité. Surpris, les hommes ont arrêté le véhicule, observant un engin en forme de disque plané parmi les arbres. Il émettait un bourdonnement doux et régulier, tandis que ses lumières clignotaient selon un motif hypnotique. Sans hésitation, Travis Walton est sorti de la camionnette, attiré par un mélange de curiosité et d'admiration. Alors qu'il s'approchait, un faisceau de lumière a jailli de l'engin, frappant Walton et le projetant dans les airs. Ses compagnons horrifiés ont vu son corps s'écraser au sol, immobile, juste au moment où l'engin commençait à s'élever. Submergé par la peur, l'équipe a fui les lieux à toute vitesse, laissant Walton derrière elle. Quelques minutes plus tard, la culpabilité et l'effroi les ont poussés à revenir. Mais Travis et l'engin avaient alors disparu. Sa disparition a déclenché une vaste opération de recherche, avec des équipes de secours ratissant la région. Les jours passèrent sans aucun signe de lui, et des rumeurs sur sa mort ou son enlèvement se sont répandues dans la petite ville de Snowflake. Les collègues de Walton ont subi des tests au détecteur de mensonges, qui ont donné des résultats mitigés, bien que dans l'ensemble, leur récit soit resté crédible. Puis, les 10 novembre, 5 jours après sa disparition, Travis Walton est réapparu désorienté dans une station-service à des kilomètres de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois.
Il a décrit s'être réveillé dans une pièce très éclairée, entouré de petits êtres humanoïdes aux grands yeux, à la tête chauve et à la peau pâle. Selon son récit, il a résisté jusqu'à ce qu'une silhouette humaine portant un casque arrive et le déplace vers un autre endroit, où 3 autres humains ont placé un masque sur sa bouche, lui faisant perdre connaissance. Son souvenir suivant était de marcher le long d'une autoroute, confus, tandis que l'OVNI planait au-dessus de lui. L'anguille au symbole de la forêt de Rendlesham, c'était le 26 décembre 1980, au cœur de la forêt de Rendlesham en Angleterre. Au milieu de la nuit, une série de lumières étranges a été aperçue par des soldats américains stationnés à la base aérienne de Woodbridge. Les lumières, d'une lueur inhabituelle, se déplaçaient silencieusement entre les arbres. Légèrement inquiets, les soldats ont décidé d'enquêter. S'aventurant dans la forêt sombre, ils étaient membres de l'armée de l'air des États-Unis, déployés sur les bases aériennes de Bentwaters et Woodbridge pendant la guerre froide. En arrivant sur le site, ils ont vu un engin triangulaire à l'éclat métallique planer juste au-dessus du sol. Il émettait des lumières pulsantes et multicolores, projetant une lueur d'un autre monde sur les environs. Les soldats sentaient l'air chargé d'une électricité statique. Le sergent Jim Penniston s'est avancé et a touché l'engin, remarquant d'étranges inscriptions gravées sur sa surface. Après quelques minutes, l'objet s'est lentement élevé avant de disparaître dans le ciel nocturne. Le lendemain, une équipe militaire a été dépêchée pour examiner le site d'atterrissage. Ils ont découvert 3 empreintes triangulaires là où l'engin s'était posé. Les arbres voisins présentaient des signes de dommages et des niveaux de radiation anormaux ont été détectés. Les autorités militaires britanniques et américaines ont minimisé l'événement, l'attribuant à une mauvaise identification d'étoiles ou au phare voisin d'Orford Ness. Les ovnis hostiles du Brésil en 1977, sur l'île de Collar, à l'embouchure du fleuve Amazone au Brésil. Une série d'événements terrifiants a commencé à se dérouler. Tout a commencé une nuit où des lumières inconnues sont apparues au-dessus de la ville, décrites comme des sphères qui changeaient de couleur. Elles volaient bas au-dessus des maisons. Mais ce n'étaient pas de simples observations, elles poursuivaient activement les gens. Selon les témoins, les lumières leur tiraient des faisceaux, provoquant des brûlures, des vertiges et de l'épuisement. Presque chaque nuit, elles revenaient, forçant les habitants à rester à l'intérieur après le coucher du soleil. Certains ont commencé à dormir en groupe ou à s'armer, croyant être attaqués par les mystérieuses lumières. Alors que la peur grandissait, les autorités brésiliennes ont décidé d'intervenir. L'armée de l'air brésilienne a lancé une enquête sous le nom de code Opération Prato. Le personnel militaire est arrivé équipé de caméras, de systèmes radars et d'armes, déterminés à découvrir la vérité. Pendant des semaines, ils ont été témoins de l'inexplicable. Ces lumières effectuaient des manœuvres impossibles, dirigeant des faisceaux sur les civils. Les officiers ont documenté le phénomène par des photographies et des témoignages, mais ils n'ont pas pu en déterminer l'origine. Des mois plus tard, les étranges lumières ont cessé de harceler les habitants de l'île. Le rapport officiel de l'opération a été classifié et est resté secret pendant des années. Des décennies plus tard, des parties des dossiers de l'opération Prato ont été déclassifiées. Le capitaine Wiranger Hollanda a déclaré avoir personnellement observé des objets lumineux exécutant des manœuvres qui suggéraient un contrôle intelligent. L'incident ancestral du Japon, en 1803. Au large de la côte de Hitachi, au Japon, un groupe de pêcheurs a découvert un mystérieux vaisseau flottant dans la mer. Ils l'ont appelé Utsurobun, ou navire creux. Il était de forme circulaire, doté de fenêtres en verre et de panneaux métalliques. Certains ont émis l'hypothèse que des illustrations des années 1840 représentent des symboles ressemblant à ceux vus dans l'incident de la forêt de Rendlesham. En s'approchant, ils ont trouvé une femme à l'intérieur, vêtue de vêtements inhabituels et tenant une boîte qu'elle refusait de laisser quiconque toucher. Les pêcheurs ont tenté de communiquer, mais elle ne parlait pas japonais. Les historiens japonais considèrent cette histoire comme faisant partie du folklore local,
Mais certains ufologues soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une rencontre avec un être extraterrestre et son engin. Les photographies d'OVNI en Écosse. En août 1990, quelque chose d'inhabituel a eu lieu près de la ville de Calvin, en Écosse. 2 hommes en randonnée dans les collines ont aperçu un objet étrange dans le ciel. C'était un immense engin en forme de diamant, planant en silence complet. Stupéfaits, ils ont rapidement pris plusieurs photographies de l'objet. Alors qu'ils observaient, incrédules, un avion militaire s'est approché de la scène. L'engin est resté immobile pendant quelques minutes avant de s'élever rapidement et de disparaître. Les hommes ont remis leurs photographies à un journal local, qui les a ensuite transmises au ministère de la Défense. Cependant, les images n'ont jamais été officiellement publiées et sont restées classifiées pendant des années. En 2022, l'une des photographies a finalement été dévoilée, révélant l'objet avec des détails saisissants. Elles ont été décrites comme les photographies d'OVNI les plus claires et les plus crédibles jamais prises. L'image, fournie par Craig Lindsay, est une copie authentique de la photo originale analysée par le ministère de la Défense britannique en 1990. Aucune preuve de falsification n'a été trouvée ni sur la photographie ni sur le tirage. La poursuite d'OVNI au Pérou, en 1980, près d'Arequipa, au Pérou, sur la base aérienne de La Joya, un objet volant non identifié a été détecté. Environ 1800 personnes sur la base en ont été témoins. Un engin sphérique, planant immobile dans le ciel. Croyant qu'il s'agissait d'une technologie d'espionnage, l'officier commandant a ordonné à un avion de chasse Sukhoi Su-22 de décoller et d'intercepter. Le pilote, Oscar Santamaria, a repéré l'objet dans le ciel. Il ressemblait à un ballon lumineux, mais quelque chose clochait. C'était un engin rond et argenté, avec un dôme transparent sur le dessus, sans fenêtre ni système de propulsion visible. En s'approchant, le pilote a tiré une rafale de 64 projectiles. Mais l'engin n'a montré aucun signe de dommage. Selon son témoignage, il pensait que certaines balles avaient touché la cible, mais elles semblaient être absorbées par la sphère. L'OVNI se déplaçait avec une agilité incroyable, changeant rapidement de direction et d'altitude, déjouant l'avion de chasse. Pendant 22 minutes, il a tenté de poursuivre l'objet, mais celui-ci a soudainement accéléré vers le haut et a disparu dans le ciel. À ce jour, cela reste l'un des rares cas où un pilote humain a ouvert le feu sur un OVNI. Les OVNI de Washington y font d'encol. Pendant 2 week-ends consécutifs, Washington y font d'encol. A été le théâtre d'une série d'observations d'OVNI qui ont suscité controverses et peur. La nuit du 19 juillet 1952, le ciel au-dessus de la capitale américaine était dégagé. Les écrans radars de l'aéroport national de Washington et de la base aérienne d'Andrews ont commencé à détecter plusieurs objets non identifiés. Ils apparaissaient et disparaissaient de manière erratique, se déplaçant à des vitesses étonnantes sans schéma discernible. Les contrôleurs aériens, déconcertés, ont tenté d'établir le contact mais n'ont reçu aucune réponse. Le phénomène a persisté jusqu'aux premières heures du matin, plusieurs pilotes de ligne signalant des lumières, effectuant des manœuvres extraordinaires. La panique a commencé à se propager à mesure que la nouvelle des observations parvenait aux médias. La ville semblait être sous une forme de surveillance extraterrestre. Le 26 juillet, les lumières sont revenues, cette fois en nombre encore plus grand. À ce moment-là, l'armée de l'air a décidé d'intervenir, faisant décoller 2 avions de chasse F-14 Starfire pour intercepter les objets. Alors que les pilotes s'approchaient, ils ont vu des éclairs de lumière. Mais chaque fois qu'ils tentaient de se rapprocher, les OVNI s'éloignaient à des vitesses incroyables. Pour rassurer le public, l'armée de l'air a tenu une conférence de presse le 29 juillet. Le général John Samford, directeur du renseignement, a affirmé que les objets détectés par radar étaient des canulars, des aéronefs mal identifiés ou des phénomènes électriques. L'incident de Roswell, en juillet 1947, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les plaines du Nouveau-Mexique. Aux États-Unis,
un éleveur nommé Mac Brazel est tombé sur d'étranges débris sur sa propriété à Corona, près de la ville de Roswell. L'épave comprenait des feuilles métalliques, des bandes de caoutchouc et de petits fragments, ne ressemblant à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Curieux, Brazel a apporté quelques morceaux au bureau du shérif, qui a ensuite contacté la base aérienne de l'armée voisine. Un officier du renseignement de la base, le major Jesse Marcel, a été dépêché pour enquêter sur le site le 8 juillet 1947. Un communiqué de presse militaire a annoncé qu'une soucoupe volante avait été récupérée. Cependant, dès le lendemain, l'histoire a changé. L'épave proviendrait désormais d'un ballon météorologique. Le major Jesse Marcel a plus tard montré quelques débris à la presse, qui semblaient ordinaires et non d'origine extraterrestre. Après l'explication officielle, l'affaire Roswell est tombée dans l'oubli, pour ne refaire surface qu'en 1978. Le chercheur Stanton Friedman a interviewé le major Marcel, qui a affirmé que les débris étaient extraterrestres et que le gouvernement avait tout dissimulé. Il a décrit une feuille de métal qui se froissait facilement mais reprenait sa forme originale une fois relâchée. Des années plus tard, son fils, Jesse Marcel Jr., a déclaré que son père lui avait montré des débris extraterrestres, y compris une pièce avec d'étranges symboles. Dans les années 1980, de nouveaux témoins sont apparus, affirmant que des corps extraterrestres avaient également été récupérés. En 1989, Glenn Dennis, un employé de morgue à Roswell, a déclaré que les militaires l'avaient appelé pour s'enquérir de petits cercueils hermétiques. Au cours des années 1990, d'autres témoins se sont manifestés, alléguant avoir vu des corps extraterrestres dans des hangars ou des camions militaires. En 1994, l'armée de l'air américaine a publié un rapport réaffirmant que l'épave faisait partie du projet Mogul, un programme de ballons classifié. En 1997, un deuxième rapport a rejeté les allégations de corps extraterrestres, expliquant que les silhouettes que les gens avaient vues étaient en fait des mannequins d'essai utilisés dans des expériences de parachute. L'affaire Lonnie Zamora le 24 avril 1964, à Socorro, au Nouveau-Mexique. Le policier Lonnie Zamora patrouillait dans les rues en fin d'après-midi. Soudain, un rugissement assourdissant et un éclair lumineux dans le ciel ont attiré son attention. Croyant à une explosion ou à un accident de voiture, Zamora s'est dirigé vers la source du bruit, s'enfonçant dans une zone désertique isolée. À son arrivée, il fut stupéfait un engin métallique en forme d'œuf reposé sur le sol, avec deux silhouettes humanoïdes à proximité. Les êtres étaient petits, vêtus de combinaisons scintillantes, abasourdis. Zamora les a regardés se précipiter dans l'engin et disparaître à l'intérieur. Quelques instants plus tard, une explosion tonitruante a retenti alors que l'engin commençait à s'élever. Une flamme bleue jaillit de sa partie inférieure avant qu'il n'accélère et ne disparaisse de la vue. Des enquêteurs de l'armée de l'air et du projet Blue Book ont examiné le site, mais n'ont pas réussi à fournir une explication définitive. L'enlèvement de Pascagoula, le 11 octobre 1973, dans la paisible ville de Pascagoula, au Mississippi. Un événement s'est déroulé qui a laissé une marque durable sur la vie de deux hommes. C'était une nuit claire lorsque Charles Hickson et Calvin Parker, deux ouvriers de chantier naval, ont décidé d'aller pêcher le long de la rivière Pascagoula. Soudain, une lumière bleue brillante est apparue dans le ciel, se dirigeant rapidement vers eux, figés d'incrédulité. Ils ont regardé un engin de forme ovale descendre et planer juste au-dessus de l'eau, non loin de l'endroit où ils se tenaient. L'objet flottait silencieusement, projetant une lueur qui illuminait toute la zone. Avant qu'ils ne puissent réagir, une écoutille s'est ouverte, et trois entités ont dérivé vers eux. Les êtres mesuraient environ 5 pieds de haut, avec une peau grisâtre et des membres allongés, se terminant par des mains semblables à des griffes. Leur tête n'avait pas d'yeux visibles, mais plutôt 3 longues protubérances en forme de cône, là où se trouveraient normalement les oreilles et le nez. Les deux hommes se sont retrouvés paralysés, incapables de résister, tandis que les entités les emportaient à l'intérieur de l'engin. Une fois à l'intérieur,
Ils ont été séparés et soumis à ce qui semblait être des examens médicaux. Hickson a décrit avoir été scanné par un appareil flottant en forme d'œil qui émettait une lumière balayant son corps. Parker, cependant, se souvenait de moins de détails, déclarant qu'il était en état de choc, à peine conscient tout au long de l'épreuve. Après ce qui a semblé une éternité, ils ont été ramenés sur le quai et relâchés avant que l'engin ne s'élève rapidement et ne disparaisse. Au début, les autorités étaient sceptiques, mais l'émotion brute dans leur récit a convaincu les officiers que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Les deux hommes ont ensuite subi un test polygraphique qui a suggéré qu'ils disaient la vérité. La rencontre de Kelly Hopkinsville le 20 et 1 août 1955 dans une ferme isolée du Kentucky. Une famille a vécu une nuit qui défiait toute logique. C'était un dimanche d'été étouffant et la famille Sutton, ainsi que quelques amis, profitaient d'une soirée paisible. Un éclair soudain dans le ciel a attiré leur attention, suivi d'un objet descendant dans les bois voisins. Billy Ray Taylor, l'un des invités, est sorti pour voir ce qui se passait. Quand il est revenu, pâle et secoué, il a affirmé avoir vu une soucoupe volante atterrir derrière la maison. Sceptique, les autres l'ont suivi dehors seulement pour être témoins de quelque chose qui leur a glacé le sang. De petites silhouettes ont commencé à émerger de l'obscurité. Les créatures mesuraient environ 3 pieds de haut, avec des oreilles pointues, des yeux brillants et des bras allongés. Lentement, elles s'avancèrent vers la maison. Terrifiés, les hommes ont saisi des fusils et ont tiré. Mais les balles semblaient rebondir sur leur corps comme s'ils étaient protégés. La famille s'est retirée à l'intérieur, barricadant les portes et les fenêtres, tandis que les entités tentaient d'entrer. Pendant des heures, les Sutton et leurs invités sont restés piégés, écoutant des bruits de pas et des grattements sur le toit et les murs. Finalement, les êtres se sont éclipsés dans la nuit. Lorsque la police est arrivée, elle n'a trouvé aucun signe des intrus, seulement d'étranges marques au sol et des preuves de la tentative frénétique de la famille de se défendre. L'enlèvement de Barney et Betty Hill, c'était une nuit sombre de septembre en 1960, et lorsque Barney et Betty Hill rentraient chez eux à Portsmouth après des vacances au Canada. Alors qu'ils roulaient sur une autoroute déserte à travers les montagnes blanches, une lumière est apparue dans le ciel, semblant suivre leur voiture. L'objet se déplaçait de manière imprévisible, devenant de plus en plus gros à mesure qu'ils continuaient leur route. Inquiète, Barney s'est arrêté et est sorti avec ses jumelles pour regarder de plus près. Il a repéré un immense engin en forme de disque planant à basse altitude. Alors qu'il s'approchait, un sentiment de peur écrasant s'est emparé de lui, et il a couru vers la voiture. Appuyant sur l'accélérateur, il a filé sur l'autoroute, mais la lumière est descendue et les a forcés à s'arrêter. L'énorme engin, mesurant environ 100 pieds de diamètre, flottait juste devant eux. À travers ces Hummels, Barney a vu plusieurs fenêtres, avec des silhouettes humanoïdes visibles à l'intérieur. Lorsqu'ils sont finalement arrivés chez eux, les Hill ont remarqué des détails étranges, leur montre s'était arrêtée. Les lanières des jumelles étaient cassées, et la robe de Betty était déchirée. En quête de réponse, ils ont contacté un psychiatre spécialisé en hypnose régressive, le Dr Benjamin Simon. Sous hypnose, Betty s'est souvenue avoir vu une carte qu'elle croyait représenter des routes de voyage interstellaires. Des années plus tard, certains chercheurs ont suggéré qu'elle correspondait au système stellaire Zeta Reticuli. Elle a également décrit avoir subi un examen physique où une aiguille a été insérée dans son abdomen. Pendant ce temps, Barney a raconté avoir vu des êtres humanoïdes avec de grandes têtes et des yeux surdimensionnés. Les êtres de Cisco Grove, le 4 septembre 1964, au cœur des forêts de Cisco Grove, en Californie, un chasseur a enduré une nuit de terreur absolue. Le jeune Donald Shroom s'était aventuré dans les bois à la recherche de cerfs. Alors que le crépuscule s'installait, il s'est rendu compte qu'il s'était perdu. À la tombée de la nuit, il a décidé de grimper à un grand arbre pour se protéger des prédateurs. Alors qu'il s'installait sur une branche solide,
quelque chose d'inhabituel a attiré son attention dans le ciel. Une lumière lointaine est apparue, se déplaçant lentement dans sa direction. Au début, il a supposé que c'était un hélicoptère, mais à mesure qu'elle se rapprochait, la lueur a révélé un engin métallique en forme de disque. Quelques instants plus tard, des silhouettes humanoïdes ont émergé sous l'arbre où il était perché, de petite taille, Aukorpsminche, avec des yeux rouges brillants. À leur côté, Shroom a décrit une imposante silhouette robotique aux yeux lumineux. Les entités ont tenté de grimper, mais ont eu du mal à atteindre sa position. En désespoir de cause, il a allumé plusieurs fusées éclairantes pour les éloigner. Mais elles sont restées impassibles. L'un des êtres a levé un étrange tube et a libéré un gaz, lui donnant le vertige. Terrifié, Shroom a tiré toutes les fusées qui lui restaient et a décoché des flèches de son arc. Pourtant, les êtres semblaient insensibles à ses attaques. Pendant des heures, les humanoïdes ont persisté dans leur tentative d'ascension, tandis qu'ils luttaient pour rester conscients. Finalement, juste avant l'aube, les entités se sont retirées et l'engin a disparu dans le ciel, épuisé et secoué. Le chasseur est descendu et a rejoint la route, où son groupe de chasse l'a retrouvé. La photographie de l'entité d'Ilk est mort. Par un froid matin de décembre en 1987, Philip Spencer, un ancien policier et photographe amateur, est parti se promener sur les landes désolées du Yorkshire. Alors qu'il se promenait, il a remarqué un mouvement au loin, une petite silhouette humanoïde se déplaçant rapidement, se sentant mal à l'aise. Spencer a levé son appareil photo et a capturé une photographie de l'être. La silhouette semblait se diriger vers un objet métallique en forme de disque planant juste au-dessus du sol, émettant un léger bourdonnement. Quelques instants plus tard, l'engin a disparu dans la brume. Confus, Spencer a décidé de rentrer chez lui, pour se rendre compte que sa montre avait avancé de 2 heures. Bien Keflao. Sa photographie semble représenter un petit humanoïde, aux bras allongés et à la tête surdimensionnée. Les sceptiques ont soutenu que la silhouette pourrait être une personne ou un animal, bien qu'aucune explication définitive n'ait été convenue. Les êtres d'Emilsin, le 10 mai 1978, dans le petit village d'Emilsin, en Pologne, un événement inexplicable a eu lieu. C'était une journée ensoleillée lorsque Jan Wolski, un fermier local, rentrait chez lui dans sa charrette tirée par un cheval, suivant un chemin forestier tranquille. En chemin, il a remarqué 2 silhouettes inhabituelles marchant à côté de son véhicule. Les êtres semblaient humanoïdes mais étaient petits, vêtus de combinaisons moulantes, avec une peau au ton verdâtre. Il l'observait calmement, restant silencieux, mais dégageant un étrange sentiment de paix, ne montrant aucune peur. Wolski a poursuivi son chemin, tandis que les entités montaient sur la charrette sans dire un mot. Quelques instants plus tard, le fermier a repéré un grand engin argenté de forme ovale planant au-dessus d'une clairière dans les bois. Les êtres l'ont guidé vers l'objet, où une plateforme l'a soulevé à l'intérieur. À l'intérieur, il a trouvé un espace simple, aux murs lisses, baigné d'une lumière ambiante tamisée, sans parler. Les entités ont procédé à un examen à l'aide d'instruments à l'aspect avancé. Une fois terminé, ils l'ont raccompagné sur la plateforme, le faisant descendre doucement au sol. Avant de partir, les êtres ont fait un subtil geste d'adieu alors que l'engin s'élevait lentement. D'un mouvement fluide, l'objet a disparu dans le ciel, laissant Wolski seul dans la forêt. Sur le site où l'engin avait plané, d'étranges empreintes ont été découvertes plus tard sur le sol. Les autorités locales se sont intéressées à l'affaire, et Wolski a subi des évaluations psychologiques approfondies. Les experts ont conclu à l'unanimité qu'il était un homme honnête, ne montrant aucun signe d'instabilité mentale ou de tromperie. Les lumières de Phoenix, le 13 mars 1997, sous le ciel clair de Phoenix, en Arizona. Quelque chose s'est déroulé qui a laissé des milliers de personnes bouche bée. La nuit était calme jusqu'à ce qu'une formation de lumière apparaisse, s'étendant à travers le ciel
en une immense forme de V. De couleur ombre brillant, elle se déplaçait en silence, défiant toute explication. Certains témoins les ont décrites comme des orbes séparés. D'autres ont insisté sur le fait qu'elle faisait partie d'un seul et énorme engin. Les signalements ont afflué de tout Phoenix, avec d'innombrables personnes affirmant avoir été témoins de ce mystérieux spectacle. Les postes de police, la base aérienne de Luke et les médias locaux ont été submergés d'appels de résidents inquiets. Au début, les responsables militaires ont nié toute connaissance du phénomène, laissant le public dans la confusion. Quelques jours plus tard, le gouverneur de l'Arizona, Fife Symington, a tenu une conférence de presse mettant en scène quelqu'un déguisé en extraterrestre, tentant de faire passer l'événement pour une plaisanterie. Des années plus tard, Symington a admis avoir personnellement vu les lumières et a décrit l'incident comme d'un autre monde. L'armée de l'air a plus tard expliqué que les objets lumineux étaient des fusées éclairantes larguées lors d'exercices d'entraînement à la base aérienne de Luke. Cependant, de nombreux témoins ont rejeté cette affirmation, arguant que les lumières qu'ils avaient observées ne se comportaient pas comme des fusées éclairantes. Le crash du Batuba, en septembre 1957. Sur la plage brésilienne du Batuba, un groupe de pêcheurs locaux profitait d'un après-midi ensoleillé. Leur journée paisible a été soudainement interrompue par un objet brillant apparaissant dans le ciel, approchant rapidement de la côte. C'était un engin en forme de disque, clairement hors de contrôle, descendant à une vitesse incroyable. Il a explosé dans un éclair aveuglant juste avant d'atteindre l'eau. Les pêcheurs ont regardé, choqués. L'OVNI se brisait en milliers de fragments au-dessus de la mer et du rivage. Se précipitant sur le site de l'impact, ils ont trouvé de petits morceaux métalliques éparpillés sur le sable. Le matériau ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais rencontré. L'un des pêcheurs a rassemblé quelques fragments. Après un certain temps, les a envoyés à un journaliste de Sao Paulo. Des échantillons ont ensuite été analysés en laboratoire, donnant des résultats étonnants. Les tests ont confirmé que les débris étaient constitués de magnésium d'une pureté exceptionnellement élevée. Au fil des ans, d'autres enquêtes ont été menées, mais aucune explication définitive n'a jamais été trouvée sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Ubatuba, l'incident OVNI de Téhéran. Le 19 septembre 1976, quelque chose s'est déroulé dans le ciel iranien qui a laissé l'armée du pays perplexe. C'était une nuit claire lorsque le centre de contrôle du trafic aérien de Téhéran a commencé à recevoir de multiples rapports de citoyens témoins d'une lumière inhabituelle au-dessus d'eux, changeant de couleur et se déplaçant à des vitesses extraordinaires. L'objet exécutait des manœuvres dépassant les capacités des aéronefs conventionnels. Finalement, l'armée de l'air impériale iranienne a décidé d'envoyer un avion de chasse F-4 Phantom II pour enquêter. Alors que le pilote s'approchait de l'anomalie lumineuse, il a été stupéfait par ses mouvements erratiques. Il accélérait rapidement et changeait de direction avec une précision impossible. À son grand choc, les systèmes du F-4 ont soudainement lâché, les instruments de l'avion se sont éteints et les communications radio ont été perdues. Sans commande opérationnelle, il n'a eu d'autre choix que de rebrousser chemin, moment auquel les systèmes de l'avion sont mystérieusement revenus en ligne. Peu après, un second F-4 a été lancé pour poursuivre la mission d'interception. En s'approchant de l'objet, le pilote l'a vu émettre un faisceau de lumière qui se dirigeait droit sur lui. Paniqué, il a tenté de tirer un missile en autodéfense, mais tous les systèmes de l'avion ont simultanément mal fonctionné. L'objet principal semblait être accompagné de plus petites lumières qui se déplaçaient indépendamment. Encerclant le F-4, finalement, l'engin non identifié et ses compagnons ont effectué une ascension rapide, disparaissant de la zone, laissant les pilotes iraniens incapables de les poursuivre. Des rapports détaillés ont été rédigés, et l'incident a été formellement transmis aux autorités américaines. L'OVNI de Valensole Maurice Mas, un homme connu pour son sérieux et son profond attachement à la terre, s'occupait de ses champs dans la campagne française par une matinée ensoleillée, le 1er juillet 1965. Puis, un bourdonnement aigu a brisé le silence paisible. Levant les yeux,
Maas fut stupéfait de voir un engin métallique gris de forme ovale descendre. Il a atterri en douceur. Soutenu par 4 pieds lancés, intrigué, il s'est approché avec précaution, remarquant une petite porte qui s'est ouverte en glissant sans un bruit. De l'intérieur, 2 êtres ont émergé, mesurant chacun environ 3 pieds de haut, avec des têtes surdimensionnées et des corps élancés, vêtus de combinaisons moulantes. Leurs grands yeux dégageaient un étrange sentiment de calme, presque hypnotique. L'un des êtres a levé un petit appareil et l'a pointé sur Maas, l'envahissant instantanément d'une lourde somnolence. Bien que paralysé, il est resté pleinement conscient en regardant les entités inspecter méthodiquement le champ, se déplaçant autour de l'engin avec des pas précis et délibérés. Après ce qui a semblé n'être que quelques minutes, ils sont retournés à leur vaisseau. L'engin a décollé, émettant le même bourdonnement, avant de disparaître à une vitesse étonnante. L'incident a été enquêté par la gendarmerie nationale et des spécialistes des phénomènes aériens. Les chercheurs qui ont visité le site ont trouvé des marques inhabituelles au sol, comme si le sol avait été exposé à une chaleur extrême. Des années ont passé avant que la végétation ne se rétablisse complètement, mais les plants de lavande n'ont jamais retrouvé leur vigueur d'antan. La disparition de Frédéric Valentich-Levin est en octobre 1978. Le jeune pilote Frédéric Valentich a décollé de Melbourne à bord de son Cessna 182L. Alors qu'il survolait le détroit de Bass, quelque chose d'inattendu a attiré son attention. Une lumière est apparue dans le ciel. Inquiet, il a contacté le contrôle du trafic aérien, signalant qu'un objet non identifié approchait. Il a décrit avoir vu un grand engin allongé, sans ailes, sans moteur visible, et avec des lumières vertes brillantes. Les contrôleurs lui ont assuré qu'il n'y avait aucun autre aéronef dans la zone. Valentich a alors déclaré que l'objet semblait jouer avec lui, volant au-dessus de sa tête et suivant chacun de ses mouvements. Peu après, il a signalé que l'engin planait maintenant directement au-dessus de lui et a insisté sur le fait que ce n'était pas un avion juste avant que la transmission ne soit brusquement coupée. Son Cessna disparut des radars, comme s'il avait été englouti par la mer. Une recherche approfondie a été lancée, mais aucune trace de l'avion ou de son pilote n'a jamais été retrouvée. À ce jour, personne ne sait ce que Valentich a réellement vu, ni ce qui s'est passé dans ces derniers instants. Les êtres de Kofu, dans la tranquille ville de Kofu, au Japon, le 23 février 1975, 2 jeunes garçons ont vécu une rencontre qui allait capter l'attention nationale. Masato Kawano et Katsuhiro Yamahata, tous deux âgés de 7 ans, jouaient dans un champ près de chez eux. Soudain, un objet lumineux est apparu dans le ciel, descendant progressivement. Fascinés, ils l'ont regardé s'installer dans un vignoble voisin. L'engin avait une forme de disque avec un dôme sur le dessus, émettant une lumière orange pulsante. Submergés par la curiosité et l'admiration, les garçons ont couru vers l'objet mystérieux. En s'approchant, ils ont été témoins de quelque chose d'étonnant. 2 petits êtres ont émergé de l'engin. Les entités étaient petites, avec une peau brunâtre, des grandes têtes, des traits du visage indistincts, des oreilles allongées et de longs bras, vêtus d'uniformes lumineux. En raison de leur apparence bizarre et de leurs mouvements maladroits, les garçons les ont décrits comme des démons. L'un des êtres tenait un étrange appareil qui émettait un faisceau de lumière dans leur direction. Terrifiés, ils ont essayé de fuir, mais se sont trouvés incapables de détourner le regard. L'une des créatures a tendu la main et a touché l'épaule de Katsuhiro, le paralysant momentanément. Quelques instants plus tard, les êtres sont retournés à leur engin, qui s'est élevé rapidement avant de disparaître dans le ciel. L'incident de Cache Landrum, le 29 décembre 1980, le long d'une autoroute rurale du Texas. Betty Cash, Vicky Landrum et le petit-fils de Vicky, Colby, rentraient chez eux après un agréable dîner. Alors qu'ils traversaient une forêt de pins denses, une lueur brillante est apparue dans le ciel. Effroyés, ils se sont arrêtés pour mieux voir. Devant eux, un immense objet en forme de diamant descendait,
planant à basse altitude. Il projetait des flammes vers le sol, produisant un rugissement assourdissant. Betty est sortie de la voiture pour voir de plus près, mais la chaleur intense l'a forcée à reculer. Soudain, près de 20 hélicoptères sont arrivés. Alors que l'OVNI s'élevait, les aéronefs l'ont poursuivi jusqu'à ce que les deux disparaissent au loin. Encore secoués, les trois ont poursuivi leur route. Mais la rencontre a laissé des effets durables. Betty, Vicky et Colby ont rapidement développé de graves symptômes brûlures cutanées, nausées et perte de cheveux. L'incident a été signalé aux autorités, mais l'armée de l'air a nié toute implication ou connaissance des hélicoptères. Languine écrasée de Coyame, le 25 août 1974, au cœur du désert de Chihuahua au Mexique. Un événement s'est déroulé qui reste enveloppé de mystère. C'était une nuit claire lorsque le radar militaire mexicain a détecté un objet non identifié entrant dans l'espace aérien du pays. Se déplaçant à une vitesse incroyable, l'engin semblait hors de contrôle, se dirigeant vers la région montagneuse près de Coyame, une petite ville du désert. Au même moment, un avion civil a décollé d'El Paso, au Texas, pour un vol vers le sud. Peu après, les contrôleurs aériens ont perdu le contact à la fois avec l'objet non identifié et l'avion civil. Au lever du soleil, les équipes de recherche ont découvert l'épave de l'avion civil aux côtés de quelque chose de bien plus étonnant. Près du site du crash gisait un engin métallique en forme de disque, partiellement enfoncé dans le sol. Bien qu'il montrait des signes d'un impact à grande vitesse, sa structure restait remarquablement intacte. Les forces militaires mexicaines ont sécurisé la zone, établissant un périmètre pour examiner l'épave. Découvrant que l'engin était composé d'un matériau inconnu, les autorités ont décidé de transporter l'objet vers une installation militaire pour une étude plus approfondie. Avant qu'ils ne puissent procéder, des hélicoptères non marqués sont soudainement apparus dans le ciel. Descendant sur le site, des hommes vêtus d'uniformes de style militaire, sans aucun insigne visible, ont rapidement pris le contrôle de l'opération. L'équipe mexicaine a été remplacée et l'engin ainsi que l'avion abattu ont été discrètement transportés. Le gouvernement mexicain n'a jamais fourni d'explication officielle sur l'incident. Certains spéculent que les forces américaines sont intervenues pour récupérer l'engin, craignant qu'il ne contienne une technologie extraterrestre. Les enlèvements d'Alagash. En août 1976, 4 amis se sont lancés dans une aventure dans les eaux reculées du nord du Maine, aux États-Unis. C'étaient des artistes, des passionnés de nature cherchant l'inspiration dans la nature sauvage et sereine du lac Alagash. La nuit du 20 août, le groupe a pris un canoë pour une soirée de pêche tranquille. Alors qu'ils étaient assis en silence, l'un d'eux a remarqué une lumière à l'horizon. Au début, elle ressemblait à une étoile lointaine. Mais il est vite devenu clair que c'était quelque chose de bien plus grand et de beaucoup plus proche. L'objet lumineux a commencé à se déplacer vers eux, augmentant régulièrement de taille. Inquiets, les hommes l'ont observé se rapprocher, révélant une présence radieuse et silencieuse planant au-dessus du lac. Paniqués, ils ont pagayé frénétiquement vers le rivage. Mais l'objet a suivi leur mouvement, enveloppant le canoë dans un intense faisceau de lumière. En un instant, tout est devenu noir. Ils n'avaient aucun souvenir de la façon dont ils avaient atteint la terre ferme, ni du temps qui s'était écoulé. Le feu de camp qu'ils avaient laissé allumer était réduit en braise, suggérant que beaucoup plus de temps s'était écoulé qu'ils ne s'en souvenaient. Au fil des ans, chacun d'eux a commencé à faire des cauchemars récurrents, tous liés à cette nuit-là. Dans leurs rêves, ils se souvenaient avoir été emmenés à bord d'un engin, soumis à des examens médicaux par des êtres humanoïdes. Finalement, en 1988, les 4 ont cherché une aide professionnelle. Subissant une hypnose régressive pour revivre les moments manquants, leurs souvenirs étaient étonnamment détaillés salle d'examen. Instruments avancés et êtres sans émotion aux grands yeux noirs les observant en silence. L'OVNI de transe en Provence, par un après-midi froid de janvier 1981, Renato Nicolai, un fermier local,
travaillait dans son champ dans le sud-est de la France. Un sifflement aigu a brisé le calme, attirant son attention vers le ciel. Au-dessus de lui, un engin métallique en forme de disque descendait vers le sol. Il s'est posé dans une zone dégagée du terrain, faisant très peu de bruit. Figé par le choc, Nikolai a regardé le disque rester brièvement à la surface avant de s'élever rapidement. En quelques secondes, il a disparu dans l'obscurité. Encore stupéfait, il s'est approché du site d'atterrissage, découvrant 2 anneaux concentriques imprimés sur le sol. Le sol semblait brûler, comme s'il avait été exposé à une chaleur intense. Et les plantes voisines paraissaient flétries, inquiètes. Le fermier a signalé l'incident aux autorités, qui sont rapidement arrivées pour enquêter sur cet événement mystérieux. Le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés de France a pris l'affaire au sérieux. L'analyse a confirmé que le sol avait été soumis à une pression extrême. Des anomalies physiques et chimiques dans la végétation suggéraient une possible exposition à un rayonnement électromagnétique. La mort de Thomas Mantell. Le 7 janvier 1948, le capitaine Thomas Mantell pilotait son P-50 et un Mustang au-dessus du Kentucky. C'était un après-midi calme, sans aucune activité inhabituelle prévue pendant le vol. Soudain, un appel d'urgence est arrivé de la base aérienne de Godman, signalant un objet volant non identifié. Les témoins l'ont décrit comme énorme et métallique, planant haut dans le ciel. Mantell a reçu l'ordre d'intercepter le mystérieux engin sans hésitation. Il a accéléré et a grimpé vers lui. En s'approchant, il a rapporté avoir vu un disque argenté massif et brillant. Mais quelque chose n'allait pas alors qu'il continuait à monter. Il a commencé à perdre le contrôle. On pense qu'à une altitude aussi élevée, il a pu souffrir d'un manque d'oxygène, ce qui lui a fait perdre connaissance. À 25 000 pieds, son avion est devenu instable et est entré dans une plongée abrupte. L'avion s'est écrasé dans un champ, tuant Mantell sur le coup. La véritable cause de l'incident reste inconnue. Certains prétendent qu'il s'agissait d'un ballon météorologique, tandis que d'autres insistent sur le fait que c'était un véritable ovni. Le géant ovni du Yukon la nuit du 11 décembre 1996. Quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé dans le ciel du territoire du Yukon, au Canada. Près de 30 témoins de différents endroits ont rapporté avoir vu un objet volant non identifié. Sa taille était stupéfiante, certains l'ont comparé à un terrain de football, avec des lumières qui baignaient le paysage nocturne d'une lueur étrange. Se déplaçant silencieusement, il planait à basse altitude au-dessus des routes et des lacs. Certains ont décrit l'engin comme ayant une forme de boomerang ou de V. Il semblait solide, occultant complètement les étoiles à son passage. Les autorités ont lancé une enquête, mais aucune explication n'a jamais été trouvée pour cette observation. Engin et être à Wigan, un rapport détaillant cette observation a ensuite été déclassifié par le ministère de la Défense du Royaume-Uni. En 2003, dans la ville de Wigan, dans le Lancashire, un événement s'est produit qui a laissé les enquêteurs et les résidents perplexes. Un témoin a affirmé avoir vu 17 vaisseaux spatiaux volant en formation en V. Les objets avaient une forme oblongue, avec des ailes et des couleurs variées. Le détail le plus étonnant provenait de la déclaration du témoin. Il a rapporté avoir vu des êtres extraterrestres à la peau verte et au ventre couleur crème. La rencontre rapprochée de Cusack, c'est l'un des rapports d'OVNI rendus publics par le gouvernement français en 2007. Par un bel après-midi du 29 août 1967, François Treitze-Hans et sa sœur de 9 ans, Anne-Marie, gardaient leur bétail à Cusack, un petit village du centre de la France. Une douce brise bruissait dans les arbres, et tout était paisible jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'inhabituel à l'horizon. François l'a repéré en premier, prenant d'abord les silhouettes pour des enfants qui jouaient. En regardant de plus près, il a réalisé qu'il s'agissait de 4 petits êtres à la peau noire et aux têtes surdimensionnées. Les frères et sœurs ont observé, choqués, les créatures se déplaçaient autour d'un engin métallique flottant. Il était sphérique, avec un dôme sur le dessus, réfléchissant la lumière du soleil avec un éclat presque aveuglant, figé par la peur. François et Anne-Marie
sont restés immobiles, alors que l'un des êtres se tournait pour les regarder et émettait un son aigu. En un instant, les silhouettes ont flotté vers le haut et ont disparu dans la sphère en vol stationnaire. Sans faire de bruit, l'engin a commencé à tourner, puis s'est élancé vers le ciel. Terrifiés, les enfants ont couru jusqu'au village pour raconter ce qui s'était passé. Les autorités qui ont enquêté sur les lieux ont détecté plus tard une forte odeur de soufre à l'endroit où l'engin aurait atterri. L'angine colossale de Corbridge, le 28 février 1999, le long d'une route à Corbridge, au Royaume-Uni. Une observation étonnante a eu lieu. Des témoins ont signalé la présence d'un objet énorme dans le ciel nocturne. Décrit comme un engin de la taille de 10 terrains de football. Il avait une forme distincte de pointe de flèche. Son échelle pure et sa forme inhabituelle ont rendu ce cas particulièrement remarquable. Les ovnis de Falcon Lake, le 20 mai 1967, sur les rives du lac Falcon, au Canada. Un événement s'est produit qui a laissé un homme marqué à jamais, physiquement et émotionnellement. C'était un matin frais lorsque Stéphane Michalak, un géologue amateur et passionné de nature, est parti explorer la région à la recherche de minéraux, alors qu'il examinait des formations rocheuses. Un bruit inhabituel a rompu le silence, un bip aigu venant d'en haut. Levant les yeux, il a vu 2 objets en forme de disque descendre vers une clairière, l'un d'eux atterrissant en douceur sur la surface rocheuse. L'autre engin a plané brièvement avant de s'éloigner rapidement. Croyant qu'il s'agissait d'une sorte d'avion expérimental, Michalak s'est approché avec précaution, sentant une chaleur intense en émaner. Sans avertissement, une trappe s'est ouverte sur le côté, révélant un intérieur rempli de lumière clignotante et de bruits mécaniques. Curieux, il s'est approché davantage et a tenté de communiquer, mais aucune réponse n'est venue de l'intérieur. Alors que l'engin commençait à tourner, un souffle d'air brûlant a jailli d'un évent sur son côté, frappant Michalak à la poitrine et le projetant en arrière. Les enquêteurs ont détecté plus tard des traces de radiation sur le site d'atterrissage, ainsi qu'une anomalie magnétique significative. L'incident d'Exeter, aux premières heures du 3 septembre 1965, dans la petite ville d'Exeter, aux États-Unis. Norman Muscarello, âgé de 18 ans, rentrait chez lui. Marchant le long d'une route déserte, il a soudainement aperçu un ovni massif, lumineux et de forme ovale planant silencieusement. Terrifié, il a couru jusqu'au poste de police le plus proche pour chercher de l'aide. Sa peur sincère et son attitude sérieuse ont convaincu l'officier Eugene Bertrand de l'accompagner sur les lieux. Étonnamment, à leur arrivée, l'officier a également été témoin. Des lumières, l'ovni planait toujours au-dessus du champ, glissant lentement sans un bruit. Quelques instants plus tard, l'objet s'est déplacé vers la voiture de patrouille, s'arrêtant à proximité et inondant l'intérieur du véhicule d'une lueur intense. Ses mouvements étaient erratiques, affichant des manœuvres dépassant les capacités de tout aéronef connu. Les 2 hommes, saisis par la peur, l'ont regardé s'éloigner finalement, disparaissant dans la nuit. L'armée de l'air a plus tard rejeté l'observation, l'attribuant aux lumières d'avions de ligne ou à la réfraction de planètes brillantes. L'affaire Kenneth Arnold le 24 juin 1947. Le pilote privé Kenneth Arnold survolait les montagnes Cascades à Washington. Le ciel était clair, offrant une visibilité parfaite. Au loin, quelque chose d'inhabituel a attiré son attention des éclairs de lumière métallique. Il a repéré 9 objets aéroportés volant en formation, réfléchissant le soleil comme des miroirs dans le ciel. Ils étaient minces, en forme de disque, et se déplaçaient à une vitesse remarquable. Arnold a estimé qu'ils voyageaient à environ 1700 milles par heure, environ 2700 km par heure. Une vélocité étonnante pour cette époque. Les objets n'avaient ni queue, ni système de propulsion visible et se déplaçaient de manière erratique, comme des disques ricochant sur l'eau. Il a tenté de les suivre, mais en quelques secondes, ils ont disparu derrière une chaîne de montagnes. À l'atterrissage, Arnold a décrit son observation au journaliste.
comparant leur mouvement à celui de soucoupe, ce qui a conduit la presse à inventer le terme de soucoupe volante. Cette simple phrase a déclenché une fascination mondiale pour les ovnis. L'ovni de Kecksburg. L'après-midi du 9 décembre 1965, un objet lumineux a traversé le ciel au-dessus de Kecksburg, en Pennsylvanie, laissant une traînée de feu dans son sillage. Certains témoins ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une météorite entrant dans l'atmosphère. Cependant, au lieu de se désintégrer, l'objet a semblé manœuvrer avant de descendre dans une forêt voisine. Quelques spectateurs l'ont décrit comme ayant une forme de cloche, ornée de marques étranges ressemblant à des hiéroglyphes. En quelques heures, la zone a été bouclée par le personnel militaire, suscitant la méfiance des résidents locaux. Les soldats ont empêché les civils de s'approcher, et certains habitants ont affirmé avoir vu l'objet être chargé sur un camion militaire. L'explication officielle a déclaré qu'une météorite s'était écrasée. Mais personne en dehors des autorités n'a été autorisé à la voir. L'OVNI de Levelland, le 2 novembre 1957, la petite ville de Levelland, au Texas, est devenue le théâtre d'un événement OVNI extraordinaire. Tout a commencé vers 23 heures, lorsque deux jeunes hommes, Pedro Saucedo et Joe Salas, roulaient sur une autoroute sombre. Soudain, un objet rayonnant, entouré d'une lueur bleutée, est apparu au-dessus d'eux. Saucedo a freiné brusquement alors que le moteur de son camion s'arrêtait de manière inattendue. Stupéfaits, ils ont regardé l'engin planer au-dessus de leur véhicule. Au moment où il a disparu au loin, le moteur du camion a redémarré comme si de rien n'était. D'autres témoins ont décrit un grand objet s'approchant de leur voiture, provoquant des pannes électriques qui éteignaient à la fois les moteurs et les phares. L'enquête de l'armée de l'air a conclu plus tard que les témoins avaient probablement observé une combinaison de phénomènes atmosphériques. Les êtres de Broadhaven. Le 4 février 1977, dans le petit village gallois de Broadhaven, 14 enfants sont sortis en courant dans les champs derrière leur école pendant la récréation. Leur temps de jeu a été brusquement interrompu par un spectacle étrange. Un engin argenté et allongé avait atterri à proximité. Faiblement illuminé, il comportait un dôme sur le dessus. Les enfants étonnés ont alors été témoins de quelque chose d'encore plus incroyable, une silhouette humanoïde se tenant près du vaisseau. Elle avait une apparence inhabituelle, vêtue d'une combinaison métallique moulante, se déplaçant lentement comme si elle inspectait la zone. Au début, leurs enseignants ont rejeté l'histoire, mais à mesure que de plus en plus d'enfants décrivaient indépendamment les mêmes détails, ils ont commencé à la prendre au sérieux. Ainsi, nous concluons ce voyage fascinant à travers l'histoire des rencontres d'OVNI et de ce qui pourrait être des interactions avec des êtres extraterrestres, un phénomène qui pourrait encore réserver des surprises inattendues pour l'avenir. Maintenant, nous sommes confrontés à une série de questions qui donnent à réfléchir. Certaines de nos technologies modernes pourraient-elles provenir de la rétro-ingénierie de ces engins mystérieux? Sommes-nous vraiment préparés à un contact avec des êtres d'autres mondes? Notre société serait-elle capable de supporter la vérité?